On va aller sur cet ordi-là, Loïc, après, pour la démonstration, puisque ça remarche. Oui, c'est ça, je voulais finir sur le montant. Sur le diaporama. Ouais, on fera la démo après. Oui, donc c'est aussi important de parler de montant, puisque pour ce système, on pourrait se dire, oulala, c'est bien beau votre truc, mais combien ça coûte? Pour monter donc, le système là sur la partie aval de l'IR, avec tout ce qu'on vous a présenté, le budget c'était 40 000 €. Et en gros, en termes de délai, ça s'est étalé sur de 4 à 6 mois. Donc c'est quand même une solution qui est montable assez rapidement pour un budget, on va dire, relativement correct, dans la mesure où on utilise, encore une fois, des logiciels open source pour monter la solution. Donc il y a eu bien évidemment une phase de test de l'outil, une phase de performance. Vous n'allez pas avoir les mêmes performances selon, par exemple, le navigateur Internet que vous utilisez. Donc ça, c'est des choses qui ont été testées. Et puis la finalité pour le SIACH, c'est qu'on a commencé à monter l'outil au début de l'année 2015 et qu'il est maintenant opérationnel pour la prochaine saison de crue, donc 2015-2016. Juste une petite précision quand même, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais elle est importante, sur cette fameuse approche plutôt probabiliste. Il est vrai que autant sur le bulletin de crue, on le diffuse dans sa totalité, c'est-à-dire page de garde, comme vous l'avez vu tout à l'heure, situation actuelle et situation prévue, avec les données numériques, on ne souhaite pas que les données numériques, qu'elles soient même sous la forme graphique, soient transmises aux riverains. Ça, c'est une notion importante et qui trouve aussi sa place dans cette démarche probabiliste. Pourquoi? Parce que on s'est aperçu que les communes pouvaient faire doublon, mais pas que les communes, les services de secours. L'expérience qu'on peut avoir et l'anecdote que je vais citer en témoigne. On s'est aperçu que les pompiers faisaient leur propre relevé. Et les communes aussi, indépendamment des relevés du SIAGE. Donc imaginez, ils prennent une cote, ils la relèvent, ils retournent à la caserne ou ils retournent dans sa mairie et dit bah voilà, j'ai fait un relevé, a priori depuis 3 heures ça baisse. Oui, ça baisse, sauf que c'est parce qu'on a baissé un barrage en attendant une lame d'eau vachement plus forte, par exemple. Donc là où je veux en venir, c'est que ne pas donner une cote précise permet justement de laisser une certaine part, on va dire, d'incertitude, mais qui est toute logique. Il faut surtout dire aux gens que vous croisez et qui sont susceptibles de faire ces relevés à votre place que c'est dangereux de le faire, surtout quand il existe une structure dont c'est la compétence. Voilà. C'est juste une petite remarque, mais qui est assez importante et qui, si elle n'est pas... s'il y a ces doubles relevés qui sont réalisés par pompiers ou communes, risquent à un moment donné de faire prendre des décisions extrêmement délicates, voire inappropriées. Pour la démo, on va le montrer d'ici, parce que ça marche tout là, maintenant. On a juste à brancher. Ah d'accord. Ouais. Je quitte violemment alors. Si le... Je vous en prie, oui. Le temps que ça... Parce que tout à l'heure, on a un peu galéré, on a mis juste une... Ah bah non, super, magnifique. Je suis un peu étonné... Vous m'entendez? Je suis un peu David Bouéret du conseil départemental du 93. Je suis un peu étonné de la prévision de 5 cm en 5 cm sur votre modélisation jusqu'à la millénale. Et sur la deuxième, ce qui vient d'être dit là, mais on ne peut pas empêcher les riverains de dire l'eau elle est à tel niveau et quelle est la fiabilité. Parce qu'à un moment donné, il me semble que pour Sandy, il y avait des gens avec leur smartphone, maintenant avec les GPS, sont capables de dire l'eau elle est à tel niveau et tel autre niveau. Est-ce que vous avez prévu une phase de vérification de votre modélisation? Parce que je ne sais pas comment vous avez calé votre modèle quand vous nous avez expliqué qu'avec 2 crues depuis 30 ans qui sont... Oui, vous avez raison, on est tous des journalistes en puissance finalement. Il suffit de prendre une photo, la mettre sur le réseau, ça part sur Twitter, ça part sur Facebook, mais j'évoquais plus justement l'interprétation qui pouvait être faite de ces codes qui étaient relevés par d'autres que nous et qui pouvaient fausser complètement la prévision. Ça, c'est une chose. La vérification sera faite, bien évidemment. Alors, même s'il n'y a pas eu de crue depuis 2001, il y a toujours des crues qui ne sont pas forcément des crues débordantes, mais qui sont suffisamment importantes
ne serait-ce que pour nourrir la conscience du risque inondation et qui suppose à un moment donné de transmettre de l'information. Donc toutes ces modélisations qui ont été faites ont été plusieurs fois vérifiées à l'occasion de ces épisodes de crue, même si on n'a pas été jusqu'à la 10 ans, mais on prévoit des recalages, bien sûr. Donc c'est un modèle qui peut aussi évoluer en fonction d'un certain nombre de paramètres. Il peut y avoir à un moment donné des artefacts qui se créent dans le logiciel dont on n'a pas vu Ah, si. Si. Il nous arrive quand une crue est établie, parce qu'on dispose de prérequis, parce qu'on dispose de capteurs assez précis, quand la crue est déjà installée. C'est-à-dire quand on ne s'attend pas à avoir la lame d'eau pour la première fois. On arrive à avoir des précisions qui sont extrêmement fines, à des pas de temps qui sont tout aussi rapprochés. Je n'irai pas vous dire qu'on va jusqu'au centimètre, mais il nous est arrivé d'être assez précis sur des biefs qui réagissent bien, dont on connaît très bien leur comportement, à être toujours dans des tolérances de 5 cm. Donc, mais c'est parce qu'on a une certaine expérience aussi. Ça fait longtemps qu'on gère les crues sur ce cours d'eau. Ce n'est pas les mêmes cinétiques que la Seine, par exemple. Donc, on a des réponses qui sont assez connues. Reste qu'il peut y avoir, effectivement, en fonction d'un certain nombre de paramètres, qui sont les paramètres de nappe, notamment, qui sont des paramètres qu'on ne maîtrise pas sur des ouvertures de barrages qui se font à l'amont. Mais malgré tout, dès qu'on a la lame d'eau qui arrive sur le territoire syndical, le réseau de mesure qu'on a prend le relais. Et là, on a la capacité d'avoir ces prévisions assez fines. Je me permets de rajouter. Donc, il faut voir qu'en l'état actuel, l'IR aval a été découpé en 8 tronçons. Sur la cote à l'aval de chaque tronçon, c'est une donnée mesurée. Et après, l'outil lui propose donc un faisceau de 5 cotes pour du coup intégrer la pente de la ligne d'eau. Il faut savoir que le SIAGE, quand il y a une situation de crue, il a aussi des équipes sur le terrain qui vont aussi faire des relevés sur les différentes échelles et qui vont aussi permettre de communiquer aux prévisionnistes sur tel et tel point j'ai cette cote, et le prévisionniste va pouvoir utiliser cette information pour choisir aussi le bon faisceau. Donc ça, c'est l'un des éléments. On essaye quand même de s'appuyer le maximum sur des données observées. Après, le fonctionnement de l'outil a été entièrement validé sur la crue d'avril 99, c'est-à-dire qu'on s'était vraiment mis dans une position, on suit la crue, on suit toute la montée de crue, on voit comment l'outil réalise ses prévisions au fur et à mesure. Et donc, on s'est rendu compte que ça permettait de reproduire relativement bien les différentes emprises inondées aux différents pas de temps. Et enfin, la dernière chose, c'est que sur le pas de 5 cm, on a vraiment un modèle hydraulique et on a fait vraiment fait évoluer les débits sur toute la phase des crues de plein bord jusqu'à la crue millénale. Et on a la possibilité d'extraire les résultats, même si on voulait l'extraire au pas de temps 1 cm, on pourrait l'extraire. Donc on s'est choisi un pas de temps de 5 cm qui offre cette finesse aux prévisionnistes. Je pense qu'on va... Juste une petite chose, ça ne veut pas dire qu'on a des résultats qui sont précis au centimètre ou 5 cm. Oui. Ça veut dire on n'est pas à la phase où j'ai une prévision de pluie. En fonction de cette prévision de pluie, j'ai un résultat de modèle à 5 cm ou 1 cm près. Parce que la façon dont vous avez posé la question, je me demandais si vous posiez cette question-là. Mais, bon, si je peux intervenir, mais le phénomène de remontée de nappe et de circulation karstique dans la nappe alluviale n'est quand même pas négligé. Hein. Nous, on voit bien dans les faibles crues. Hein. C'est pour ça qu'on était aussi, dans une certaine époque, parti sur cette logique-là. Et puis on s'est aperçu que, même si on a une expérience très ancienne, donc dans le Loiret, à la crue de la Loire, eh bien, dans les faibles crues, sur les routes qu'on surveille, qu'on envoie des agents, voir jusqu'où ça va et tout, eh bien, tantôt ça va partir ici, tantôt ça va partir de l'autre, parce qu'il y a des circulations qui ne sont pas complètement maîtrisées. Donc le fait de publier une carte comme ça, où on fige une emprise, ça peut à la fois sécuriser ceux qui n'y sont pas et peut-être engager une responsabilité peut-être dangereuse quand même, quoi. Donc, bon.
Donc il faut quand même, à un moment ou un autre, que vous puissiez recaler ces problèmes par rapport, à moins que vous n'ayez pas peut-être pas autant que chez nous. Nous, c'est très karstique par là-bas. Mais particulièrement là où il n'y a pas où on est hors levée, hein, parce que la Loire est endiguée, mais il y a plusieurs zones où c'est pas endigué. Et là, quand c'est un système ouvert, on a beau faire de la prévision, hein, enfin nous on n'en fait pas de la prévision, hein, mais ça peut évoluer fortement les emprises. Il y aura toujours des problématiques, des réglages à faire, mais l'idée de cet applicatif, c'était bien d'abord de répondre à une demande. Et je crois que là, c'est ça qui est important. On ne s'affranchira jamais, à un moment donné, d'un problème, ne serait-ce que de Météo France qui se trompe jamais. Je veux dire par là que combien de fois il nous est arrivé, à un moment donné, de faire une prévision en fonction d'un cumul de précipitations ou d'intensité attendue. Et finalement, ça n'est pas arrivé. Alors en n'arrivant pas, eh bien, on a dégradé la prévision, en tout cas la probabilité de survenance de la crue ou alors d'élévation de la ligne d'eau n'était plus du tout à l'ordre du jour. Donc à ce moment-là, vite, on refait un bulletin derrière pour réviser les choses. C'est un peu pareil pour la nappe. Et d'ailleurs, ça a été illustré tout à l'heure dans le graphique qui vous a montré qu'à deux crues similaires en termes de hauteur sur la partie amont, on avait une réponse hydrologique très très différente sur l'aval. Même si on arrive à connaître ces choses-là, parce qu'on a un peu d'expérience quand même en la matière, effectivement, ça n'échappe pas le fait qu'il peut y avoir des réponses très très différentes et aussi des recalages, comme disait monsieur, mais ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, ça c'est important. Alors j'ai une autre question, puisqu'en fait nous aussi on a développé en fait un système de crue sur le Sens et la Bionne, donc à disposition donc, des communes, maintenant c'est plus nous qui l'avons. Et on a eu une problématique. Bon, la plupart des capteurs qui sont posés, à un moment, on capte l'information, on a une information, une donnée, il faut la transmettre. Et le gag qu'on a eu, pourtant c'était un prestataire très connu sur la place et qui est vraiment spécialisé dans les capteurs, c'est DSA Technologies. Eh bien, quand on avait des systèmes orageux très denses, alors que c'est le moment où il faut que ça passe bien, on avait des perturbations. Donc on a été obligé de rajouter des émetteurs satellites, en fait, pour qu'on puisse avoir la bonne information, parce que l'information était perdue ou dégradée. Est-ce que vous avez eu ce problème de transmission d'informations à partir des capteurs? Parce que c'est bien beau de sortir la carte, mais en amont, il faut avoir la bonne information. Vous avez parfaitement raison de le poser, c'est du mode dégradé. Il faut anticiper, c'est comme un PCA finalement. Qu'est-ce qui se passe si on a plus ce fameux réseau de mesure qui nous permet à minima de construire la carte? Alors, plusieurs choses. On a déjà un mode de secours, de communication de secours. Ça, c'est une chose. Mais on a aussi des sentinelles sur la rivière. Et il n'y a pas qu'un réseau de mesure électronique qui fournit de la donnée. Il y a les choses très classiques que l'on connaît, qui sont les fameuses règles limnimétriques et qui permettent à un moment donné de pallier une difficulté temporaire dont on espère que le retour vers la normale arrivera rapidement. Donc on a une transmission effectivement des informations avec des sentinelles qui sont des agents qui sont employés pour ça sur la rivière et qui permettent d'ailleurs de consolider de l'information parce que c'est pas parce qu'on a des outils de mesure électronique qu'on va ne se fier uniquement qu'à ces mesures électroniques. On a toujours des observations visuelles de terrain qui viennent corroborer ces informations électroniques. Ça, c'est fondamental. Et le fait de dire je vois sur ma carte une inondation localisée à un endroit précis sur la rue, si l'information est confirmée ou est infirmée, d'ailleurs, ça permet de pointer que là, il n'y a pas de souci, ou de pointer que là, il y a un problème et qu'il faut recaler. Voilà. Ça, ce sont des choses qui sont effectivement prévues, mais je vous dis, bon, c'est tout neuf. On espère qu'on aura le moins de difficultés possible. En tout cas, on a utilisé le maximum de ce qu'on avait dans les tiroirs au profit d'un applicatif qui, je l'espère, servira d'aide à la décision des décideurs. Voilà. On va peut-être poursuivre juste pour vous montrer l'applicatif et l'interface en direct à ce moment-là, et le mode de construction si vous le voulez bien. Merci. Donc oui, l'idée maintenant, après vous avoir montré sur les slides le fonctionnement global,
c'est de vous montrer vraiment l'applicatif. Donc là, on est vraiment sur Internet, connecté, et on a la fameuse fenêtre dont on parlait tout à l'heure, à savoir la fenêtre de saisie des codes du prévisionniste. Donc on retrouve les différents éléments dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, par exemple, on est sur la cote aval prévision. Sur un tronçon, si par exemple je modifie cette cote, là on a 40.5. Si je mets 40.4 par exemple, 14, bon, c'est pas très grave. Ouais, là, je suis au minimum à 40.35, donc je peux pas taper moins. Si je mets 40.7, là vous voyez que ça passe en rouge, ça veut dire que j'ai changé la cote, donc il faut que je charge une cote correspondante à l'amont du tronçon. Donc j'ai juste à appuyer ici. Ça fait toujours ça, hein, vous inquiétez pas. Hein. Là, il me propose tout un faisceau de cotes amont, dont on parlait tout à l'heure. Donc on choisit une cote amont. Donc ça, on peut le faire évidemment pour tous les tronçons. Et ensuite, on peut enregistrer la saisie ici. Voilà. Donc on retrouve tous les éléments dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire on peut rentrer les informations de prévision, le prévisionniste, un commentaire. Donc tout ça, c'est vraiment tout le travail du prévisionniste qui ensuite, dans la fenêtre de visualisation, on a tout un lot de conditions générales d'utilisation. En appuyant ici sur le OK et basculer directement sur la carte. Donc là, vous avez vu, j'ai mis une configuration où on a des premiers débordements, on n'a pas encore une inondation trop généralisée. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'emprise de l'inondation pour les codes que j'ai rentrés. Et puis j'ai affiché aussi ici, vous le voyez dans la légende, les routes impactées, les enjeux touchés. Donc là, des enjeux touchés, on n'en a pas encore. Par enjeu, on ne parle pas des logements individuels, hein. On parle vraiment des enjeux qui ont un rôle dans la gestion de crise, donc les bâtiments publics, etc. Par contre, vous voyez que j'ai des premières voiries, des premières routes qui sont impactées ici. Et si je clique dessus, je peux avoir leur description, donc chemin des pêcheurs. Donc là, pour une saisie de code données, j'ai la possibilité de voir très vite les zones qui vont être inondées et les routes qui vont être touchées. Si maintenant je reviens dans mon interface de saisie et que je mets des cotes très importantes, donc par exemple les cotes maximales, à chaque fois une cote amont, donc là moi je vais laisser la cote amont qui est par défaut. On enregistre tout ça, et là du coup la carte, vous voyez qu'elle est différente puisque cette fois on a vraiment une très grosse emprise inondée. Donc là vous avez en pointillé, en hachuré ici l'emprise actuelle des inondations. Donc ça correspondrait vraiment aux cotes mesurées au droit des ouvrages de régulation du sillage à un instant T. Et puis tout ici l'emprise de couleur avec les différentes classes de hauteur d'eau, c'est l'emprise future des inondations pour l'horizon de prévision choisi par le prévisionniste. Et puis ici, dans la légende, donc vous avez la légende des enjeux. Si je les ajoute, vous voyez apparaître en halo rouge tous les enjeux qui, pour cette emprise-là, donc pour cette prévision-là, vont être touchés. Et si vous appuyez dessus, vous avez leurs petites informations. Donc là, vous savez que c'est un lieu de culte à Montgeron. Ici, on a les postes de relèvement eau usée. Donc vous avez toutes ces informations sur les enjeux. Et puis également au niveau des routes impactées. De la même manière, je peux les afficher. Donc là, pour cette emprise, toutes ces routes-là vont être impactées. Donc au niveau de la définition des routes, on ne s'est pas limité aux routes effectivement inondées. On est allé jusqu'au prochain carrefour pour vraiment guider les pompiers et leur dire il faut fermer cette route-là parce qu'elle mène vers une zone inondée. Donc là, de la même façon que pour les enjeux, on en a parlé tout à l'heure, si vous appuyez sur la route, vous savez que la route du château est inondée. Si vous allez encore à un niveau de zoom plus loin, vous pouvez même afficher ici les adresses impactées. Donc tous les numéros adresses de la BD adresse du siège qui se situent en zone inondable vont s'afficher. Donc là, vous êtes vraiment capable de dire, eh ben voilà, sur cette rue-là qui est, en cliquant dessus, la rue de la Belle Place, j'ai toutes ces adresses-là, j'ai toutes ces adresses-là qui sont inondées. Voilà. Donc vous pouvez vous déplacer dans la carte à différentes échelles. Vous pouvez même ici venir taper un nom de rue. Si on prend la rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges, par exemple. Donc là, elle va pas. Non, mais là, elle est pas inondée sur cette configuration-là. C'est juste pour vous montrer qu'on peut vraiment taper. Il y a un moteur de recherche pour taper les rues et être directement
rediriger vers cette rue-là. C'est ONCY. Ouais, voilà. Donc après, en fonction de l'échelle de rendu, il y a effectivement un petit temps de latence, le temps que tout se charge bien. Mais bon, plus vous utiliserez l'outil, plus ça va vite en fait, puisqu'il y a des systèmes de cache qui permettent d'enregistrer les fonds de plan notamment. Donc là, vous voyez qu'on est sur une zone. Donc là, voilà, c'est le fond de plan qui met un petit peu de temps à se charger. C'est variable en fonction de la connexion réseau aussi. Mais donc on a zoomé sur la rue de Concy et on retrouve toutes les informations des zones inondées. Donc vous avez les adresses, les enjeux touchés et les routes impactées. Et puis je parlais tout à l'heure d'une fonction pour imprimer des cartes. Donc ici vous avez une petite imprimante qui va vous permettre en appuyant dessus d'imprimer à différents formats, du A4 au A1, la zone du territoire qui vous intéresse. Donc si par exemple vous êtes intéressé par cette zone-là, vous voulez la carte en A4, vous cliquez sur A4. Vous avez la possibilité ici de choisir l'échelle de rendu que vous désirez. Donc si par exemple vous désirez du 5 millième, ça vous crée un petit rectangle ici que vous pouvez déplacer à loisir sur la zone qui vous intéresse. Une fois qu'il est placé, vous faites imprimer. Et là voilà, ça vous crée la carte avec toutes les informations, les adresses, les enjeux touchés. Vous retrouvez ici les différentes emprises. Donc ça, c'est emprises inondées futures, les différentes informations. Et puis si on descend, on a la liste des enjeux impactés automatiquement. Et la liste des routes impactées aussi. Et donc ça, c'est mis à jour. Si je change mes cotes, que je refais la même opération, ce sera mis à jour en fonction de l'emprise inondée que j'aurai rentrée à partir de mes cotes. Donc là, voilà, vous avez. Donc ça, c'est du PDF, donc vous pouvez ensuite l'enregistrer et puis l'imprimer directement. Donc ça vous permet finalement d'avoir automatiquement une vue des inondations prévues à chaque fois que la prévision sera mise à jour. Donc si par exemple elle est mise à jour 2 fois par jour, vous aurez à chaque fois 2 cartes qui seront produites comme ça et qui seront visualisables par l'ensemble des acteurs de la gestion de crise qui auront été autorisés, on va dire, par le SIAGE, donc les préfectures, les services de secours et tous ces organismes-là. Donc voilà pour l'outil en lui-même. Dans la vallée de Lierre, on est à combien d'habitants? Plus de 3500, c'est ça, hein, à peu près. Hein, plus de 3500 habitants en zone inondable. Je vais essayer d'anticiper quelques petites questions quand même. J'entendais, monsieur, vous évoquiez, en tout cas, vous avez indiqué le terme responsabilité. Ça, c'est quelque chose d'important, la responsabilité. Oui, on a mis en place cet outil-là, mais ce n'est pas le seul, puisque vous avez vu tout à l'heure que j'ai décliné l'ensemble des outils d'information et pas d'alerte. Hein. On a pu utiliser à l'époque le mot alerte, mais on va le bannir, je pense, parce que au sens de la doctrine de Météo France, l'alerte est généralement assortie de consignes de prudence et de mesures de comportement. Or, ça n'est pas à cette collectivité territoriale, locale, qui est le SIAGE, que de se substituer au pouvoir de police du maire et de faire le travail qu'il est censé faire. Donc on fait une information, c'est pour ça qu'on ne dit jamais il faut évacuer, il faut ceci, et jamais. Ça n'est qu'une information, une aide à la décision qu'on met au profit des premiers magistrats, qu'on met au profit du SDIS, mais également du conseil départemental et des autres acteurs qui sont intéressés par la gestion de crise. Dans tous les cas, le rôle du syndicat, c'est d'essayer de réguler le cours d'eau et de mettre au profit de tous ces acteurs les outils qui lui permettent de transcrire de l'information et de rendre visible finalement et lisible la situation de Lierre à l'instant T, et à l'instant T plus 12, 24, voire éventuellement 48. Monsieur Markovitch. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de parler assez fort. J'ai des questions et une remarque sur ce que vous venez de dire. La première question, quid de ce qui s'est passé en 1901 sur Paris, en 1910, pardon, en 1910 sur Paris, est-ce qu'il y a eu un impact sur 1900 Georges et sur la remontée de Lierre, premièrement.
Deuxièmement, comment est-ce que vous avez intégré dans les crues de l'Yerre les crues concomitantes de la Seine pour des événements météorologiques qui seraient de nature identique? Troisièmement, le type de crue que vous avez actuellement, est-ce qu'elle prend en compte aussi l'imperméabilisation des sols et pas uniquement l'imperméabilisation des sols et pas uniquement donc les pluies de l'amont? Ça, c'est les premières questions que j'avais à vous poser. L'autre question sur la responsabilité, l'autre remarque sur la responsabilité touche au fait que la loi MAPTAM et donc la partie GEMAPI de cette loi donne aux collectivités locales qui transfèrent aux EPCI à fiscalité propre et aux syndicats et PAGE s'il existe, mais ou si elles le désirent, la gestion des inondations et en particulier, même si la responsabilité pénale ou légale reste au maire, il y a quand même un transfert, s'il y a un transfert de responsabilité, et on n'est pas sûr non plus qu'avec l'évolution des communes et des EPCI, ce ne soit pas le responsable de l'EPCI qui soit en charge. Comment est-ce que cette responsabilité va être assumée, puisque vous en avez quand même, quelque part, on vous a transmis la gestion de la crise, où on risque de vous transmettre, si ce n'est pas encore fait, puisque la loi sera en application à partir de 2018, comment est-ce que vous allez prendre en compte cette responsabilité vous-même? Parce qu'il s'agit quand même aussi d'un transfert de compétences ou d'un transfert ou d'une délégation peut-être aussi. Merci pour vos 4 questions, M. Markovitch. La première, c'était concernant l'impact de la crue de Seine, type 1910, sur l'Yerre. Bon, qui est plus ou moins la même chose que la deuxième question. Remontée, quid de la remontée de l'Yerre, donc la concomitance de crue de la Seine qui remonterait dans l'Yerre. Alors, sur toutes les modélisations qui ont été effectuées par le bureau d'études, on a évidemment pris le scénario le plus péjorant, puisqu'on sait pertinemment qu'à un moment donné, entre 1978, qui est la référence pour la crue de l'Yerre, et 1910, il fallait bien vérifier qu'on ait des zones de superposition et prendre le scénario le plus fort. Ce que l'on sait de tout ça, c'est que je peux pas le montrer sur. Ah si, je peux peut-être le montrer sur la carte. Le pont Soweto à Hyères, si tu peux trouver. Ce que l'on sait, c'est que les crues de Seine de type 1910 remontent. Je vais vous le montrer très concrètement à la cote quasiment exacte. Dézoome un petit peu, s'il te plaît. Dézoome encore. Dézoome encore. Ah bon, d'accord. Va alors sur la Seine. Voilà. Stop. Voilà. Là, vous avez marqué Hyères à droite. Voilà. Vous avez un pont qui s'appelle le pont Soweto. 1910 correspond à la ligne d'eau qu'on avait au pont Soweto. Et c'est à peu près l'enveloppe de crue qui est représentée ici pour un épisode de type 1978. Et ben, ça tombe bien. 1910, par contre, la crue de l'Yerre était insuffisamment documentée. C'est un peu la raison pour laquelle les services de l'État ont préféré utiliser les données les mieux documentées, en tout cas les données les plus disponibles, et c'était en particulier la crue de 1978. Bon, ça répond à la première et à la deuxième question en même temps. Je serais, mais tout comme vous, assez curieux de voir effectivement en temps réel. On aura peut-être une crue, je ne suis pas devin non plus, mais bon, ce sont des choses aussi qu'il faudra bien sûr vérifier. Non, l'imperméabilisation des sols, on ne l'a pas pris en compte. Ça, c'était votre troisième question. Il s'agit plutôt d'une méthode de projection qu'une modélisation à proprement parler. On ne modélise pas les niveaux de nappe, ou en tout cas l'interaction des eaux superficielles avec les eaux souterraines. On ne modélise pas par les méthodes pluie-débit l'impact des lames d'eau sur les bassins versants. On n'intègre pas... non, mais... sur le prérequis, mais on n'intègre pas les éléments qui sont d'ailleurs les éléments qu'a présenté Olivier de l'Écluse tout à l'heure dans le cadre du PAPI, qui vont faire qu'on aura in fine une vraie modélisation. Là, c'est un outil de projection simplement. Projection, pourquoi? Parce qu'on a le prévisionniste qui prend ses cotes temps réel et qui va, en fonction, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut savoir que l'ensemble des données niveaumétriques et débimétriques, entre autres aussi des positions de barrage, mais des données pluviométriques, sont enregistrées sur une base de temps réel au niveau du dispositif de supervision du syndicat, ce qui nous permet de créer aussi en temps réel des profils, des courbes, en tout point de la rivière, et de faire des projections. C'est pour ça qu'on arrive à déterminer ces horizons, finalement, avec assez de finesse. Voilà, donc non, nous ne prenons pas en compte
ces données d'imperméabilisation des sols dont on sait qu'ils génèrent évidemment... Deux pluies identiques à l'amont et à l'aval n'ont pas du tout les mêmes effets sur la rivière. Et puis, de pluies identiques, en automne, la saisonnalité compte beaucoup, on le sait très bien. En hiver, avec des sols gelés, c'est pas la même chose qu'au printemps quand on a du réessuyage fort, que les pluies dites efficaces ont bien saturé la nappe. C'est pour ça que les deux hydrogrammes de tout à l'heure ont bien montré que, à hauteur équivalente, réponse différente. Voilà. La responsabilité, oui, c'est clair. Je peux pas forcément donner d'indications aujourd'hui. C'est encore un peu flou tout ça, mais il se peut que le futur établissement EPAGE ait à prendre un certain nombre de responsabilités plus officielles, peut-être, que celles qui l'obligent aujourd'hui à simplement donner de l'information, réguler le cours d'eau, et donner de l'information non assortie, comme je l'ai dit précédemment, de consignes de comportement. On n'a jamais fait ça. Encore une autre anecdote, mais ça permet d'illustrer mon propos. On a un certain nombre d'établissements de santé qui sont dans le lit majeur. Vous aurez noté d'ailleurs au passage tout à l'heure à la présentation qu'a fait Marc Delbecq qu'en 1978, c'était 900 maisons. Bon, aujourd'hui, on est à combien de maisons ? Plus de 1400. Bon, il s'est passé quoi entre les années 60 et les années... Bon, on a continué d'urbaniser. Hein. Du coup, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Où voulais-je en venir ? Oui. Un PCS qui prenne en compte aussi les problèmes sanitaires et les problèmes de santé des personnes âgées, l'évacuation et le relogement des maisons de retraite ou des maisons de santé. Oui, ah oui. Oui, alors... Oui, alors, c'est autre chose. Donc, j'en étais à l'anecdote. Ouais, ça y est, la mémoire me revient. Donc, l'anecdote, c'est que toujours en 2001, l'un des établissements de santé les plus à risque, situé quasiment dans le lit mineur, dans un centre de réanimation très lourd, une dizaine de lits, mais très lourd, en gros 5 mètres. Hein. 5 mètres, hein, au rez-de-chaussée. Il y avait l'eau à 10 cm. Et le directeur de l'hôpital a appelé le SIAG à cette époque pour lui dire « mais donnez-moi l'ordre d'évacuer ». Non. Oui, non, mais bien sûr. Mais tout ça pour vous dire qu'on n'a jamais donné l'ordre d'évacuer. C'est surtout pas à nous de le faire. À ce moment-là, si la crue dépasse le simple cadre communal, ça s'est pas fait à cette époque, mais le préfet endosse son costume de directeur des opérations de secours, se concerte en point avec les différents opérateurs, les différents gestionnaires et responsables, et prend des décisions effectivement d'évacuation si c'est pas le maire qui le fait. Bon, donc voilà. Maintenant, effectivement, sur les PCS, vous le soulignez bien, c'est aux communes de les rédiger, au moins dès lors qu'un PPRI est approuvé. L'une des actions PAPI aussi vise, pour les structures comme les nôtres, à élaborer un document à minima similaire au PCS. Hein, si on demande aux communes de se lancer dans des constructions de PCS, pareil pour le PCA, autant avoir un document qui régit en interne nos règles de fonctionnement. Donc on a aussi l'équivalent qui est en cours de rédaction en interne, bien sûr. Madame. Moi, j'avais une question. Donc, par rapport à votre cartographie, c'est un outil au service, je suppose, des départements et des communes. Ma question, elle se pose sur le Val-de-Marne, où on sait qu'en cas de crue majeure, on va être on n'aura aucun réseau électrique. Enfin, on va être vraiment en grosse déficience. D'où, quelle est l'utilité pour nous d'utiliser dans les prévisions une cartographie, puisqu'on sait très bien qu'on ne pourra pas se servir d'Internet et qu'on ne pourra pas avoir... Alors, est-ce qu'on est dans la prévision, dans le cadre de nos PCS, on fait de la projection et on dit, voilà, quand la crue est à tel niveau, voilà les quartiers qui seront inondés chez nous, et ça va nous permettre d'anticiper. Mais dans le cadre de la période de crise, on sait très bien qu'on n'aura pas d'électricité. Donc, on ne pourra pas consulter vos cartes. Voilà, ma question est là. Et oui, malheureusement, on est devenus des techno-dépendants. Mais c'est vrai, on dépend de tout maintenant. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a déployé je ne sais pas combien de logiciels, mais qui fonctionnent comment ? Avec le réseau de communication, avec de l'énergie électrique,
Mais ça, malheureusement, je dirais que tout le monde est logé un peu à la même enseigne. Alors, je vais essayer de ne pas répondre trop à côté de la plaque et de vous faire ma réponse à moi, ou en tout cas telle que je vois les choses. Avant d'arriver à la situation catastrophique qui a été exposée ici en 2 secondes, on va passer par différents stades. Le stade de débit plein bord, où on a l'eau qui affleure vraiment les berges et qui va commencer à déborder, et éventuellement toucher quelques premiers enjeux, dont des enjeux majeurs que sont le réseau électrique. On sait bien, on en parle souvent avec Yann Raguenès notamment, on sait bien que la fragilité électrique chez nous est particulièrement conditionne, c'est un effet tiroir finalement, ça conditionne l'assainissement avec les stations de relèvement, ça conditionne aussi les personnes qui malheureusement sont identifiées en tant que malades à haut risque vitaux, ça identifie, enfin ça pose des problèmes sur tout un tas de structures qui seraient même en capacité d'accueillir des gens qui sont évacués, un gymnase qui n'est pas chauffé en plein hiver à 0 degré, pour lequel le TGBT qui n'est pas du tout à côté du gymnase, mais au fond de vallée, alors que le gymnase, lui, est sur le coteau. Souvent, ça, c'est dans les PCS. Mais enfin, c'est un autre problème, c'est qu'ils ne voient pas les relations et les effets de bord qu'il peut y avoir. Eh ben, on verra l'eau progresser. Toute l'idée et tout le fonctionnement interservice qu'on souhaite, et c'est pour ça qu'on va essayer d'avoir une diffusion assez large de ces cartes, y compris avec les opérateurs, réseau sec et réseau humide. Bon, on est opérateur réseau humide d'une certaine manière, mais tout ce qui est ERDF notamment, pour essayer de travailler intelligemment avec eux, récupérer, autant que faire se peut, leur carte de fragilité électrique. Alors, je vous vois faire la moue, M. Markovitch, mais on a un travail. Nous avons un travail qui est engagé avec eux et je compte bien aller au bout de cette démarche. J'espère bien, effectivement, parce que le cœur, il est là. Vous avez raison de le souligner. Le jour où il n'y a plus d'énergie, il n'y a quasiment plus rien. Ou alors on envoie des pigeons voyageurs avec un petit mot accroché en disant il va se passer ci, il va se passer ça. On verra les choses venir. Le tout, c'est que dès lors qu'une coupure préventive, parce que ça fonctionne comme ça, après je ne vais pas rentrer dans leur mode que je ne connais pas d'ailleurs, dans leur organisation propre, mais si un TGBT s'apprête à être inondé et qu'il y a une coupure préventive, au moins le maire saura qu'il y a une coupure préventive qui va impacter telle zone, et qu'il peut se passer éventuellement telle chose, et qu'on peut anticiper un éventuel repli ou mode dégradé. Il n'y a rien de pire que de se trouver en blackout sans avoir pu anticiper le blackout. À minima, anticipons le blackout. C'est ce qu'on se dit. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Bon, on améliorera la situation. Je ne dis pas qu'on va complètement la résoudre avec ça. Ouais, si je peux juste intervenir par rapport à ça, je suis juste étonné que RDF, vous, qui êtes opérateur, qui agissez dans le cadre de l'intérêt général, on en a encore parlé mardi. Alors, ERDF travaille beaucoup sur Seine et Marne. Je ne sais pas s'il travaille sur les affluents, en dehors des zones de confluence, j'entends. Mais si tel est le cas, je suis étonné que Hervé Pétron, par exemple, qui, pour nous, acteurs publics en tout cas, mette à disposition gratuitement les données sans trop de restrictions, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc là-dessus, je ne sais pas, vous avez une restriction, vous, de la part de RDF sur ces questions-là ? Écoutez, l'avenir nous le dira. Je suis plutôt optimiste quant à une solution conjointe avec les services de RDF pour arriver à superposer leurs enjeux avec ces fameuses enveloppes qu'on vous a présentées. Quand je dis optimiste, c'est vraiment optimiste. Effectivement, tu me parles de cartographie PDF ou de cartographie qui ont pu être récupérées de zones comme ça, de fragilité électrique. Bon, c'est vrai qu'on peut pas en faire grand-chose finalement. Nous qui disposons d'un SIG, le PDF, on n'en fait rien. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une petite digression à cette réponse, ou en tout cas complément de réponse, pour vous dire que effectivement les communes se verront la possibilité de stocker un PDF ou de l'imprimer. Mais nous pensons aussi à des solutions d'export de ces cartes, notamment envers le SDIS, qui lui a une cartographie et un SIG tout à fait particulier, pour lui permettre de superposer ces couches inondations avec leur propre plan de secours. Donc ça, c'est aussi important à un moment donné d'assurer une certaine compatibilité. Bon, refermons la parenthèse par rapport à ça. Donc voilà, le travail est en cours avec les services de RDF. Vraiment, et j'insiste là-dessus, je crois que chacun le sait, sans énergie, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne, et tout ce qu'on a pu imaginer avant
même en termes de secours, en termes de sauvegarde, risque d'être défaillant, tout simplement. Voilà. Mais il n'y a pas que. Hein. Bien sûr. Je prends ERDF parce que c'est ce qui me vient. Mais... Alors, Morgane Lambourg sollicite la parole. Merci. Alors en fait, moi déjà, je voulais me permettre de vous remercier pour ce gros travail de vulgarisation des données, que ce soit au niveau de la cartographie, mais également au niveau des bulletins. Au niveau des stations hydrographiques, au niveau des bulletins aussi que fait le SPC, et également au niveau du travail du CHAPI sur la prévision des zones inondables. Comment vous intervenez un petit peu avec tout ça ? Il s'éteint à chaque fois le truc. Mais il est très capricieux. C'est dès qu'on parle pas. D'accord. La relation avec le SPC, on est en relation à chaque épisode de crue, simplement parce qu'on s'intéresse à la situation de Seine pour savoir comment réguler l'Yerre aussi. Il est évident que sur la zone de confluence qui forme un espèce de verrou hydraulique, il s'agit de réfléchir aux cinétiques des deux cours d'eau, et d'essayer d'être le plus pertinent en matière de régulation hydraulique sur l'Yerre avant d'avoir l'impact de Seine. Et pour ça, on communique ensemble avec le service, donc le SPC SMIL, où on connaît et on a souvent l'occasion de discuter avec les prévisionnistes pour échanger de l'information, pour voir un peu comment réagit la Seine, qu'est-ce qui se passe en amont, que se passe-t-il au niveau des barrages de navigation. On a déjà vu par le passé quelques riverains inondés parce qu'il y avait des lâchers de barrages, des lâchures, bon, on va pas, ou alors liées à de la navigation, qui ont provoqué simplement 30 petits centimètres. J'ai dit une bêtise ? On parle bien de barrage de préfère qu'on navigation. rectifie. Barrage de navigation, oh là, pardon. Oh là, pardon. Ah non, je suis désolé, soyons précis. Non, je vais me faire des ennemis là. Non, barrage de navigation, effectivement. On est encadré par plusieurs barrages de navigation et le fait de laisser, d'abaisser ces barrages de navigation peuvent produire des petites résonances, des lames, des ondes comme ça, et qu'on fait qu'à 30 cm près, il y a des gens qui se sont retrouvés à se réveiller après leur sieste, véridique, en disant bah, je comprends pas, je me suis couché, il n'y avait pas d'eau, je me suis levé les pieds dans l'eau. Donc c'est important de discuter ensemble. C'est le siège qui fait la prévision pour l'Yerre. C'est le SPC SMIL qui fait les prévisions pour ce qui concerne la Seine. Et on essaye de conjuguer nos données, en tout cas de se les partager, pour apprécier les volumes des affluents, pour essayer d'affiner encore leurs prévisions. On en reste là. Voilà. Et pour le CHAPI, pardon, j'ai pas répondu. Vous m'aviez posé une question sur le CHAPI. Quel était le... Oui, parce qu'en fait, le CHAPI, en ce moment, travaille sur la prévision des zones inondées et non plus la prévision des crues. Donc, savoir dans le futur quelle zone va être impactée en fonction des débits et des niveaux d'eau annoncés. C'est un travail expérimental qui est en train de se faire là, sur les années à venir. Et là, j'ai l'impression qu'en En réalité, on a été souvent, pas auditionné, c'est pas le terme, mais interpellé sur nos dispositifs. On a reçu des questionnaires et des questionnaires. Quels sont les dispositifs d'alerte dont vous disposez? Comment ça fonctionne? Donc on a toujours rempli à ces questionnaires. Comment? On a toujours répondu en disant bah, c'est bien, il y a une démarche de centralisation de l'information, de consolidation de l'information, d'uniformisation de l'information. Mais ça fait toujours un flop. On n'a jamais. Alors, on est ouvert à toute nouvelle démarche, toute nouvelle proposition pour effectivement. Alors, on s'inscrit dans ce qui se fait aussi d'une façon générale. C'est vrai que les échelles colorimétriques en sont un bon exemple. On a évité d'utiliser le marron ou les. Voilà, on essaye d'être homogène par rapport à tout ça. Mais bon, voilà. Oui, il se trouve que j'ai rencontré François Duquesne il n'y a pas très longtemps, je lui en ai parlé, il semble quand même intéressé, puisque son problème, c'est la prévision sur les enjeux. Et ça, justement, peut le faire. Donc c'est le type de logiciel ou de plateforme qui peut intéresser le CHAPI, et contact va être pris avec lui.
Alors après, j'avais juste une dernière plutôt réflexion ou remarque. Vous disiez que pour l'instant, donc vous êtes surtout sur de l'information et pas du tout de système d'alerte, mais que par contre, ça pourrait justement aider en outil d'aide à la décision. Le seul souci, c'est que là, moi, c'est les SIDPC qui m'ont dit ça dernièrement, c'est qu'il y a une directive au niveau du ministère de l'Intérieur qui est d'avoir un seul et même logiciel au niveau national, qui est le logiciel Synapse, et que n'importe quel autre logiciel qui serait mis en place n'aurait pas lieu d'être en COD. On est sur des cours d'eau non domaniaux. On est sur le domaine non domanial. Alors moi je veux bien dire bon ok, il n'y a plus de, on va se mettre à la mode, mais enfin tant qu'on peut faire des choses, demain il peut y avoir une crue. Enfin je veux dire par là, ce serait quand même idiot de ne pas profiter d'un outil qui nous permettrait simplement en raisonnant de cette manière, en disant mais on va attendre que ce soit mis en place, on va prendre le même système. Peut-être on y viendra, mais bon voilà. On a toujours essayé d'être novateur sur le sujet. Bon. Les services de l'État étant présents dans la salle, je vais leur passer la parole. Oui, c'est bien du coup. Juste une précision, l'outil Synapse effectivement qui est sur le fonctionnement assez proche du vôtre est déployé sur effectivement la totalité de la France, sauf la Petite Couronne, le 77 et le 78. Voilà. Ah, bah voilà. on pourrait échanger, on pourra faire un échange de bons procédés. Mais ce qui est finalement assez peu étonnant, puisqu'on est quand même sur un territoire, là je fais juste une parenthèse, qui déroge à peu près d'à peu près toutes les lois nationales. Il y a toujours une spécificité francilienne sur à peu près tous les sujets. Je ne suis guère étonné que celui-là y échappe. Oui, c'est à moi. Allô, allô. J'avais une petite question pour que vous précisiez qui sont les prévisionnistes. Est-ce que c'est Prologue ou est-ce que ce sont des agents qui pourront venir faire la prévision? Une question toute simple. Et puis après, j'avais aussi des questions sur la façon dont ce qu'a fait le siège, avec assez peu d'argent et en quelques mois, pourrait être mis en place sur d'autres territoires. Moi, je connais bien l'utilisation de ces WebSige et je ne pense pas le caractère le plus novateur de ce que vous avez fait, puisque ça existe assez facilement de mettre en place ce type d'outils et c'est effectivement les solutions open source qui sont les plus en vogue. Et par contre, tout le caractère novateur, il est du côté de l'interface du prévisionniste, qui va pouvoir, en fin de compte, sélectionner dans une bibliothèque d'affichage la bonne carte à afficher, le bon aléa à afficher. Et en fin de compte, il peut y avoir d'autres territoires sur lesquels tout ce côté est beaucoup moins précis parce que toutes les modélisations n'ont pas été calculées tous les 5 cm, mais on pourrait utiliser ces mêmes interfaces pour le côté affichage avec des modalités qui ont l'air très intéressantes, qui sont du paramètre en fin de compte sur l'affichage. Alors en quoi ce que vous avez fabriqué peut être réutilisé sur d'autres territoires ? Tout du moins la première question. Non, les prévisionnistes, c'est pas le bureau d'études. Ce sont des agents du SIAGE qui ont une certaine expérience en matière de gestion de crues, donc qui ont déjà vécu des épisodes de crues, qui savent réguler, qui connaissent parfaitement le cours d'eau. Voilà, donc on est combien de 5 ? On doit être 5. Il y a 5 prévisionnistes en fait qui assurent par le biais d'une astreinte aussi, 365 jours sur 365, 7 sur 7, des rotations et qui sont amenés à être sollicités le week-end, pendant les jours fériés, pendant les vacances, pour... comment ouais, en ce moment, c'est Monsieur Delécluse qui est prévisionniste. Il est assez à l'aise en ce moment. Vous avez remarqué, il fait un peu chaud. Donc, on n'a pas de problème de débordement. Voilà, puis en plus, il a un nom qui porte bien son nom, Delécluse. Il régule les barrages. Voilà, la deuxième question, je vais peut-être laisser Prologue sur le côté novateur. Je pourrais juste te dire que tu as raison, Yann, il n'y a pas de... C'est de l'open source qui est utilisé. Après, bon... je pense que si on en fait profiter nos collègues, autres syndicats de rivière et tous ceux qui souhaiteraient avoir des informations,
pas de souci, quoi. La spécificité aussi, c'est que vous avez mis un ensemble de capteurs qui ne sont pas faits en une seule fois. Là, vous l'avez développé, mais auparavant, vous aviez un ensemble de capteurs. Et ça ne peut pas se transposer aussi facilement d'un endroit à un autre. En fait, c'est tout un système d'alerte, ou tout au moins de recueil de données, qu'il faut mettre en place. Par contre, ce qui est transposable, moi, à mon avis, assez facilement avec le Web SIG, c'est un peu ce qu'on voulait faire nous aussi. Hein. Donc, dans le Loiret, mais qu'on s'est arrêté par la loi NOTRe, c'est qu'effectivement, au lieu de faire de la carto dynamique, on peut faire de la carto fixe à partir des documents de l'État ou de la carto intermédiaire, donc, mais à des niveaux de période de retour donnés, 50, 100 et tout, où chaque commune peut effectivement, pour le coup, afficher sa vulnérabilité, ses enjeux, les enjeux qui sont vulnérables et tout, mais pas sur une carto dynamique, parce que la carto dynamique, elle est interfacée avec des capteurs, et ça, c'est toute une organisation à mettre en place. Hein. Ça, là, vous êtes en avance, là. En fait, sur cette affaire qui relève ailleurs de l'État, en fait. Moi, là, si je peux... Non, mais je sais, qui relève ailleurs de l'État sur les cours de Magno, effectivement. Nous aussi, on est intervenu sur le Sens et la Bionne, qui est un cours d'eau non domanial, mais nous, on n'a pas fait de carte dynamique, on a fait de l'alerte automatique. Non pas des riverains, mais des édiles, des élus, et surtout de ceux qui sont chargés d'intervenir sur les vannes régulatrices. C'est pas les mêmes que chez vous, c'est plus petit, mais il faut quand même pouvoir... Et là, ça part automatiquement, en fait. Attends, j'y vais, Luc. Je voudrais juste donc répondre à la question de Yann Raguenès, et puis... en profiter pour compléter ce que vous disiez. C'est vrai que tout à l'heure, dans la dernière diapositive, on affichait 40 000 euros. Ça peut paraître beaucoup et peu à la fois. Juste à ça, avant, il y a effectivement la mise en place de capteurs qui permettent d'accéder aux données actuelles du niveau du cours d'eau et de pouvoir les intégrer dans l'interface utilisateur. Et aussi, ce qu'il faut en plus, c'est avoir un modèle hydraulique qui a permis de faire tourner d'avoir toutes les cartes pour différents niveaux et pour différents débits, pour créer les bibliothèques de cartes, pour ensuite pouvoir les interroger. Donc les 40 000 euros, c'est à partir du moment où on a tout ça. Donc c'est sans compter l'investissement qu'on a aussi réalisé dans le cadre du PAPI pour la modélisation du modèle. Voilà, c'est juste une petite précision qu'il fallait apporter. Votre modèle topographique, c'est quoi? C'était des levées qui existaient déjà sur les communes ou c'est le... Oui, c'est des modèles topographiques. Alors, la précision, je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est du 1 mètre. En fait, le seul principe de l'outil qui a été développé, c'est la seule chose qu'il lui faut, c'est des cotes à saisir en certains points de la rivière. Donc, qu'on ait 1 point, 8 points comme c'est le sillage, ou 10 ou 15, ça peut se transposer tout à fait. Après, est-ce qu'on avoir des points dans la rivière, enfin, c'est pas forcément suffisant. Effectivement, il faut aussi connaître la ligne d'eau et intégrer l'ensemble des singularités qui font la réponse hydraulique du cours d'eau. Donc, dans le cadre du sillage, il y avait un modèle hydraulique assez complexe pour intégrer ces lignes d'eau, mais on peut aussi très bien partir sur des modélisations plus simplifiées, voire quand on a un réseau dense, on peut se satisfaire des points de référence. Mais voilà, le seul principe de l'outil, c'est d'avoir des cotes, un prévisionniste qui est capable de saisir ces cotes, et après le reste se fait tout seul. Donc il y a et une base des enjeux qui est fiabilisée, parce qu'il y a une importance majeure à ce que cette base enjeux soit fiabilisée, parce qu'après c'est quand même un outil qui va servir en gestion de crise. Et si on commence à se raconter n'importe quoi sur la localisation de tel ou tel collège à évacuer, ou sur la capacité d'accueil de tel ou tel gymnase quand il s'agira d'aller accueillir des sinistrés, voilà, l'outil perd de son intérêt. Donc c'est pour ça qu'il y a, au-delà de l'hydraulique et des cotes, il y a quand même un gros travail à faire sur la fiabilisation des enjeux. J'ai juste une remarque. Finalement, vous jouez on en avait un petit peu parlé en amont de cette réunion. Vous jouez un rôle de complément du référent départemental inondation qui agit sur les cours d'eau où le SPC agit.
là sur un cours d'eau non domanial. Donc moi, je veux dire, on peut saluer quand même l'effort qui a été fait là, même si au-delà effectivement des 40 km de l'étude, il y a des prérequis quand même qui seraient intéressants de quantifier pour les collègues, pour bien voir notamment au niveau des élus. Oui, pardon. Pour bien voir au niveau notamment des élus, savoir l'investissement total que ça génère et sur combien de temps ça peut être amorti pour le mettre en œuvre, au-delà des questions de responsabilité tout à fait légitimes dont vous parliez tout à l'heure. Je disais donc que le financement de ces études doit pouvoir s'intégrer dans le PAPI, bien sûr d'intention au départ, mais même ensuite dans le PAPI complet pour des compléments, et être financé pour partie, alors sur les différents postes qui existent. Le fonds Barnier, pas trop, je pense, encore qu'ici, sur les études, le fonds Barnier doit pouvoir financer, et même en plus de ça, à 100%. Et sinon, il y a aussi d'autres financements, comme les lignes budgétaires 180, ou les agences de l'eau, qui doivent pouvoir aussi, sur une partie, en tout cas, sur de la cartographie ou autre, pouvoir apporter aussi des financements. Ce n'est pas obligatoirement tout à la charge des collectivités. Oui, alors dans ce cas-là, il va falloir l'appeler autrement que prévision, parce que malheureusement, la prévision n'est pas finançable par le fonds Barnier. Hein. L'axe 2 des PAPI n'est pas financé. À mon avis, ça doit rentrer dans la case axe 1, amélioration de la connaissance de tout ce qui est allé en jeu, parce que la case 2, c'est compliqué, quoi. Alors, là, l'étude de renforcement du réseau de télésurveillance et de prévision des crues, elle est bien dans l'axe 2. Oui. Voilà. Et donc vous l'avez supporté à 100%. Là, j'ai plus tout le tableau en tête, mais il y a peut-être une partie du BOP 180 qui le supporte. Il y a les conseils généraux aussi qui participent au financement. Voilà. C'est BOP 180. Ouais, mais qui est très limité. Et vous parliez de la mission de référent départemental inondation. C'est bien justement en participant à l'exercice de crise qui a eu lieu sur le bassin versant de l'Yerre il y a un an. Voilà, le SIAG nous a offert la possibilité de participer à cet exercice. C'est bien parce qu'on a vu tout le travail du référent départemental inondation, tout le jeu des différents acteurs, les questions qui se posaient entre chaque service, les réponses qu'attendait le préfet, etc. C'est justement l'observation de tout ce jeu qui, pour nous, on est un bureau d'études, on est ingénieur conseil, on fait des études, mais on n'est pas des spécialistes de la gestion de crise. Et il nous a fallu cette expérience fondamentale de voir justement qu'est-ce qu'il fallait fournir au référent départemental, au SIAG et aux différents acteurs pour pouvoir construire l'outil de manière vraiment opérationnelle et que ça soit vraiment un outil d'aide à la décision. D'autres questions ? Non, mais écoutez, est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter ? Vraiment, en synthèse, je reviendrai sur cette question d'avoir quelques éléments financiers complémentaires pour donner l'envie à certains de dans le département de l'Essonne, on sait qu'on a la chance d'avoir des syndicats de sous-bassins versants qui ont les reins solides. Hein, donc j'imagine que ça intéressera le CIVOA, le CIARS notamment, hein, d'essayer de se mettre à ce niveau-là d'information. J'imagine que les services de l'État vont en tout cas regarder de près ce genre d'outils. Moi j'avais une autre question, c'est à partir du moment où on veut l'utiliser en gestion de crise, est-ce qu'il est possible d'avoir d'autres interfaces, d'autres entrées, par exemple une maison de retraite où je vais dire je l'évacue, ou un centre de santé, ou un service qui dysfonctionne pour une raison ou pour une autre, parce que on le parlait ce matin, la crue génère d'autres perturbations qui peuvent empêcher l'activité. Et donc là, effectivement, on a une carte statique qui est, à mon avis, très importante pour l'étude des plans de crise et de gestion de crise. Mais en gestion de crise, de dire je suis dans une zone potentiellement inondée, ça ne suffit pas, quoi. Je peux aussi ne pas être dans la zone inondée, mais être impacté parce qu'il n'y a plus d'électricité et dire j'évacue cette maison. Et donc, au niveau de la gestion de la crise, tous les acteurs autour de la table ont besoin d'avoir les informations des disponibilités pour une raison ou pour une autre. Est-ce qu'il est possible d'interfacer et de rentrer, je veux dire, de téléphoner au centre de crise et de dire telle maison ou tel élément est
et de le faire simplement. Oui, c'est-à-dire qu'on a souhaité, en superposant la couche d'enjeux à la couche d'aléas, montrer les enjeux qui étaient aussi touchés, bien qu'en dehors de l'enveloppe submergée, l'enveloppe noyée. Parce qu'en réalité, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec ERDF, tout simplement, et tout le travail qu'on va essayer de mener avec eux, consiste justement à élargir cette enveloppe inondable dont on sait pertinemment qu'elle ne sera pas simplement aux limites physiques de l'eau. Donc c'est fondamental ce que vous dites, parce que finalement, les décisions se prennent pas que au niveau de la zone max, ou en tout cas pressentie comme étant la zone maximum d'expansion, en tout cas à T+12 ou T+24, on verra après, mais de bien prendre en compte les impacts indirects qui résultent des dysfonctionnements d'opérateurs ou autres, pour que la décision soit prise à bon escient. Oui, vous avez raison. C'est en ça que l'applicatif est destiné aussi en même temps. Avant, il n'y avait pas du tout cette lisibilité. Sans doute, à la marge, y aura-t-il des améliorations apportées. Mais bon. On pourra bientôt avoir la carte des zones où on ne pourra plus avoir d'électricité. Pourquoi pas? C'est le même type d'outil. Tout dépend de la disponibilité des données. Voilà. Actuellement, sur la carte, on est capable de dire l'effectif qu'il y a sur tel ou tel collège. On est capable de dire la capacité d'accueil. Or, les informations sont disponibles, quoi. Voilà. Et si on a la fragilité électrique, on pourra la rajouter. Ce qui est souvent demandé en gestion de crise, c'est de visualiser des actions, par exemple, sur une carte. C'est souvent ce que l'on fait avec du feutre sur un tableau. Là, est-ce que vous avez des petits outils qui permettent de dessiner ou de rajouter de l'info en surimpression? Je vais laisser le spécialiste parler de ces outils-là. Si, donc là, sur ce type d'outils, là, on ne l'a pas fait parce qu'il faut aussi faire attention à garder quelque chose de simple, parce qu'on va avoir peut-être un public qui va utiliser l'outil, je pense à des maires par exemple, qui vont être moins habitués, je ne vais pas parler d'âge, je dis juste, des maires qui vont peut-être être moins habitués à utiliser ce genre d'outils, et qui donc, si on multiplie les fonctionnalités, pourraient peut-être être un petit peu perdus. En revanche, ce qui est déjà disponible actuellement, donc on pourrait le mettre en place, il y a des fonctions d'annotation. Donc là, par exemple, sur cette interface en ligne, vous pourriez venir tracer, mettre un point par exemple, ça vous ouvre un formulaire et vous pouvez saisir une information. Par exemple, hôpital X, on a déjà un problème d'alimentation électrique. Ça peut être un point, ça peut être une ligne, ou ça peut être même une surface. Donc ça existe déjà. On peut laisser des commentaires qui peuvent être visibles par tous. Avec ces fonctions-là, on arrive à un vrai outil de gestion. Là, on a de l'information, après on gère. Voilà, alors après, il faut... Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que les différentes étapes, c'est donc pouvoir rentrer des commentaires directement sur l'outil. Après, on parle aussi des actions qui doivent être déclinées en fonction, par exemple, des niveaux dans la rivière. On pourrait aussi, une fois qu'un niveau est atteint, qu'il est rentré par l'opérateur, avoir une petite fiche où toutes les actions qui doivent être déclinées sont écrites. Donc tout ça, c'est d'ores et déjà... Enfin, c'est peut-être pas ce qui va être fait tout de suite, parce qu'il y a un côté, on l'a dit, probabiliste dans cette histoire, mais tout ça peut déjà techniquement être fait quand c'est... Le plan du bâtiment par étage avec les zones d'évacuation et tout ça. Attention, je mets un bémol à tout ça. Non, mais... La ville de Paris a un système équivalent. Oui, d'accord. Mais en même temps, on n'est pas service de secours, on n'est pas maire, et je crois que c'est pas une situation tactique qu'on établit. Les pompiers ont l'habitude de travailler avec ce genre ils appellent ça des SITAC, des situations tactiques. Là, on est pour le moment, humblement, j'allais dire, sur un premier niveau d'information, ce qui manquait à tous. Après, bon, on va voir comment l'outil peut se décliner, mais pour le moment, il n'est pas question de ça. Et puis juste pour compléter, tout à l'heure, vous parliez du fait que finalement, l'aspect le plus novateur, c'est peut-être pas le système en lui-même, dans le sens où c'est basé sur des logiciels open source, donc que tout le monde peut se procurer. Je pense que ce qui apporte quand même un plus, et ce qui n'existe pas encore, à ma connaissance jusqu'à présent, c'est la mise en relation vraiment des emprises inondées, des enjeux. On a souvent les deux informations un petit peu écartées l'une de l'autre. Leur mise en commun fait qu'on a vraiment, je pense, une info un petit peu plus opérationnelle pour la gestion de crise. C'est plus ça peut-être le côté novateur. Mais après, ça peut aller plus loin encore dans les fonctions et dans ce qu'on peut en faire.
Notamment sur le chiffrage du nombre d'habitants qui se trouvent dans les zones inondées, par exemple. Parce que ça, c'est un élément clé pour la décision du maire. Et tout à fait. Et en fait, l'outil repose sur des croisements géographiques entre une emprise et d'autres informations, des enjeux. Si on a à un moment donné une couche d'inondation, c'est souvent les carroyages où on a un nombre d'habitants par carré, on peut tout à fait aussi en temps réel dans l'outil, sortir le nombre d'habitants touchés pour l'emprise prévue. Donc, on peut, ce qui est important dans l'évolution et dans l'évolutivité de l'outil, c'est qu'on peut intégrer tout type d'informations, les cartes de fragilité électrique, des données sur la population, des enjeux particuliers. C'est faisable techniquement, c'est ce que je veux dire. Après, il faut voir à pas trop saturer la carte et que ça devienne un fourre-tout, on n'y comprenne plus rien, mais c'est faisable techniquement. Et dans la limite de nos compétences. Oui. Et des responsabilités. Et des responsabilités. Une question. En 2014, lors de l'exercice, nous avons pu jouer avec le département, la préfecture, on avait pu jouer ensemble sur l'exercice de l'IR. On avait pu récupérer les données issues de vos anciennes cartes que nous avons pu intégrer dans notre SIG et sous notre outil Géode. Et là, je voulais savoir dans quelle mesure ces données-là ou ces résultats pourraient être transmis à des collectivités qui possèdent un SIG et qui pourraient l'intégrer à leur propre système d'information géographique ou nous sur notre outil Géode. Et le deuxième point, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi je trouvais très intéressant ce travail. Enfin, je prends bonne note pour même l'année prochaine organiser une animation. Et puis, comme on fait généralement tous les ans, on propose des animations entre des rencontres entre différents syndicats de cours d'eau. Là, je trouverais très intéressant de confronter cette démarche-là avec les autres syndicats du département. En réponse à la première question, oui, les cartes que j'évoquais tout à l'heure, à occurrence 5 jusqu'à 100 ans, sont des cartes qu'on utilisait par défaut d'autre chose. Aujourd'hui, on ne les utilise plus du tout. Elles sont un peu anciennes et sans doute comportent-elles quelques approximations. On s'est amélioré sur les modélisations depuis lors. Je ne sais pas si, Marc, tu veux compléter juste après ou si c'est complètement faux ce que je dis, mais voilà, bon, merci. En fait, juste pour dire, la petite précision, c'est que depuis les cartes du PPRI 5-10, qui avaient été faites dans l'étude PPRI avec des périodes de retour 5, 10, 25, 50, 100 ans, entre-temps, il y a eu l'action 1.4 du papier d'intention du bassin versant de l'Yerres, où justement, on a quand même mieux compris tout ce fonctionnement très particulier du bassin versant avec les échanges avec les eaux souterraines, etc. Et donc, on s'est dit, avoir des crues de période de retour fixée, ça ne veut rien dire. Donc, on fonctionne désormais plutôt en gamme de crues et donc en scénario fréquent, moyen, extrême. Et c'est ces cartes qui ont donc été mises à jour et qui ont été en plus étendues à l'ensemble du bassin versant qui aujourd'hui font référence. En gros, il faudra repenser à faire à réencoder des couches. J'ai pas entendu ou j'ai pas compris la seconde question. La deuxième, c'était plutôt une remarque, pas une question. Hein, c'était plutôt le fait de confronter votre démarche avec cet outil cartographique lors d'une animation qui serait intéressant de mener, par exemple l'année prochaine avec d'autres syndicats du département de l'Essonne. On fait régulièrement des animations. On organise régulièrement des animations au service de l'eau du département avec les différents syndicats de cours d'eau. Et là, je trouve que c'est vraiment une thématique très intéressante qui permet de valoriser votre travail et puis de comparer votre travail avec celui d'autres syndicats du département. Ouais. On est ouvert. Et puis vous avez la chance d'avoir une association des syndicats en Essonne. Oui. Entre les 3 ou 4 grands syndicats. Ouais. Écoutez, est-ce qu'il reste quelques questions? Autrement, je vais essayer de conclure cette journée. Déjà en vous demandant de nous excuser pour la gestion de crise permanente des micros. C'est une première.
Ça, on a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière qui prend un malin plaisir à nous couper au moment où on devrait parler. Donc je vous demande de nous excuser par rapport à ça. On essaiera d'être meilleur la prochaine fois. Comme quoi, c'est une démarche d'amélioration continue. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier pour cette présentation-là. On voit qu'il y a un vrai gap qui a été franchi ces dernières années avec des outils de plus en plus intéressants. Après, dont je disais tout à l'heure qu'il faudra vérifier on va dire la faisabilité au niveau des coûts, mais bon, on voit bien que c'est pas 15 millions d'euros non plus, hein, c'est pas un barrage. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Merci Carole, tu vois, en direct. Donc pour un premier groupe de travail sur cette thématique-là que nous avons organisé, je trouve que on a eu la chance d'avoir deux collectivités à deux niveaux d'intervention différentes qui se complétaient bien. En tout cas, je tenais à rester toute la journée. Et puis, les présentations de ce matin et en partie de cet après-midi, si on peut l'avoir sous format PDF, seront remis aux participants. Voilà, n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions. Vous aurez les coordonnées, bien entendu, des intervenants, si vous ne les avez pas déjà récupérées. Et puis, on vous dit à très bientôt, soit sur ce groupe thématique, soit sur le prochain. Merci à tous.